Les marchés en bourse résistent plutôt bien à cette saison de résultats du premier trimestre 2023. Le CAC 40 fait des plus hauts, l'inflation est en baisse dans de nombreux pays, mais les taux d'intérêt continuent de monter, ce qui commence à affecter l'immobilier et les entreprises, amenant même des banques à faire faillite. Apple et Microsoft pèsent à eux deux presque 14% du S&P 500, et c'est à se demander jusqu'où va aller la tech. Bref, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le marché est un petit peu sur une autre planète en ce moment, et c'est ce dont j'aimerais parler dans cette vidéo, ainsi que de l'évolution de ma stratégie d'investissement dans ce contexte. Et pour être honnête avec vous, je crois que je fais cette vidéo autant pour moi-même que pour la communauté, car c'est pas si simple de garder les pieds sur terre en ce moment. Salut à tous, c'est Dorian, bienvenue dans ce nouvel épisode et j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait une introduction de vidéo un petit peu polarisante volontairement parce que j'entends beaucoup de choses sur les marchés en ce moment et moi, je voulais personnellement reprendre ma stratégie, la remettre à plat et la repartager avec vous. C'est quelque chose que j'aime faire de temps en temps, tout simplement déjà pour me rappeler à moi-même ce sur quoi j'investis, pourquoi je le fais, et revenir à mes fondamentaux. Et comme j'aime aussi partager mon parcours sur la chaîne YouTube, eh ben, autant en faire une vidéo de temps en temps. Alors tout d'abord, je tiens à le dire, il y a en ce moment énormément de psychologie dans les marchés et la volatilité est présente. Il suffit de regarder les entreprises comme Meta, Microsoft, Google, etc., qui ont eu des variations énormes, pour certaines de plus de 100% en seulement quelques mois. Donc voilà, pour que de telles capitalisations bougent le temps, eh bien clairement, on a eu de la peur sur le marché, on a eu aussi de l'enthousiasme, et je reste assez prudent. Si on regarde un petit peu les indices, tout d'abord le S&P 500, on voit qu'il s'est quand même repris depuis les points bas qu'on avait fait en octobre 2022 de plus de 15%, et on est toujours autour de 13% de baisse par rapport au plus haut historique. Et ce que je trouve surtout pertinent sur ce graphique, c'est qu'on voit que globalement, le S&P 500 se balade sur une plage d'environ 15 à 20% selon si on prend la série de points hauts qu'on a eu ici ou ce point haut qu'on a eu juste là. Et donc voilà, le marché quand même, il est depuis des mois en train de stagner. Alors 15-20% c'est beaucoup, d'où la volatilité dont je vous ai parlé, mais on n'est pas sur une tendance haussière ni sur une tendance baissière. Pour l'instant, le marché se cherche et ça va un petit peu m'amener à vous parler justement dans la suite de la vidéo de ma stratégie du fait d'investir chaque mois sur les ETF. Je voulais aussi vous montrer le CAC 40 qui s'est extrêmement bien comporté depuis quelques mois. On voit qu'il a repris plus de 30% depuis les points bas qu'on avait fait aussi en octobre 2022 et on a même fait il n'y a pas longtemps un plus haut historique. Alors moi personnellement, je suis pas sur le CAC 40 en direct. Par contre, j'ai beaucoup d'entreprises du CAC 40 via des ETF, notamment un ETF Monde qui s'expose sur toutes les grosses entreprises qui payent des dividendes. Donc il y a pas mal d'entreprises sur lesquelles je suis exposé. Donc voilà pour le marché. Personnellement, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer et ça me permet de vous confirmer que justement je ne veux pas parier contre le marché ou être en dehors du marché parce que imaginez les personnes qui ont vendu en panique en octobre, novembre, décembre et il y en a eu, je me rappelle des commentaires, je pourrais très bien sortir sur la chaîne YouTube où on me disait mais il faut être fou pour investir, Meta va faire faillite, c'est la fin, vendez tout. Et aujourd'hui, si ces personnes elles ont vraiment vendu, je voudrais pas être dans leur position parce que les marchés ont quand même repris pas mal. Et aujourd'hui, bah, si on est hors du marché, on est en train de déjà de pas toucher les dividendes chaque mois, par exemple sur les ETF ou sur plein d'entreprises. Et en plus de ça, eh bien, si le marché continue à monter, qu'on ne redescend jamais, les gens vont se retrouver bloqués à attendre la prochaine baisse. Et c'est pour ça que j'aime tout le temps répéter time in the market beats timing the market. Donc le temps dans le marché, c'est beaucoup plus important et ça permet de battre le fait d'essayer de rentrer et de sortir du marché. Parce que surtout que si on fait du trading, eh bien, il faut trouver le point haut, mais il faut aussi trouver le prochain point bas pour racheter le point bas pour ensuite revendre le point haut. Et ce n'est pas un jeu dans lequel je m'aventure. Personnellement, je ne suis pas un trader, c'est un vrai métier. Par contre, ce que je tiens à vous dire, c'est que en ce moment, je suis en train d'adapter à ma situation. Et notamment, si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que, par exemple, si je regarde la concentration du S&P 500, je vois des entreprises qui pèsent énormément. On prendra Apple et Microsoft qui sont à pratiquement 14% des 500 entreprises. Donc, quand vous mettez 100 euros sur le S&P 500, vous avez plus de 7 euros qui vont dans Apple et presque 7 euros qui vont dans Microsoft. Et clairement, ça fait beaucoup. Surtout que je trouve qu'en ce moment, ces entreprises sont quand même chères. Ensuite, pour Apple et Microsoft, sachez que moi j'ai des fichiers de suivi qui me permettent de savoir à combien je veux les payer. Microsoft, on est autour des 250 dollars grand maximum, je commence à regarder l'entreprise, et Apple autour des 110-115 dollars, je peux commencer à m'y intéresser. Pour information, ceux qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, vous avez accès à ce fichier dans le module 10, et donc ensuite, une fois que vous avez ce fichier, vous pouvez aller sur les fichiers d'analyse complète, où du coup, je vous les montre aussi sur YouTube, on voit qu'effectivement, ici, Apple, j'aime la payer selon mes chiffres autour des 100-110 dollars, je vais commencer à m'y intéresser. Et de la même façon, Microsoft, on voit que ça va être plutôt autour des 230, allez, 250 grand maximum, et si je fais un DCF, 220. Donc voilà, ce sont les entreprises
qui m'intéresse sur ces niveaux. Et d'ailleurs, ça vous montre à quel point Apple en ce moment, je ne l'achète pas. On est à plus de 170 $. Donc il faudrait vraiment qu'elle corrige énormément pour moi pour la racheter. Et de la même façon, Microsoft, pareil. Alors c'est une entreprise que je possède depuis longtemps, j'ai des gros gains dessus. D'ailleurs, j'en avais vendu une petite part tout simplement parce que je voulais les enlever d'un courtier pour les amener sur un autre parce que plus tard dans le futur, je pourrais faire des options dessus. Et donc j'ai profité de ce moment pour enlever une petite partie de la position. Et j'ai une grosse partie de la position qui vient d'un ancien courtier qui, elle, est en transfert vers un nouveau courtier. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour moi sur ces actions. Et clairement, voilà, j'ai fait ça aussi parce que je l'ai trouvé vraiment cher à pas loin de 300 $ pour Microsoft et Apple, pareil, dans les 160-170 $. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'arrête d'investir sur le S&P 500 et mes autres ETF parce que je pourrais me dire, ben, il y a certaines actions qui sont un petit peu chères. Et clairement, non. Je conserve ma stratégie sur le DCA sur différents ETF. Et ça, c'est tout simplement parce que ça fait partie des fondamentaux de ma stratégie d'investissement. J'ai toujours décidé de mettre une partie de mon argent, quoi qu'il arrive, sans me poser de questions sur à peu près toutes les entreprises du monde, en m'exposant aux marchés émergents, aux entreprises du monde qui payent des dividendes et au S&P 500 pour m'exposer un petit peu plus aux États-Unis et à de la croissance, et je n'arrêterai pas. Et pour information, cette stratégie, je l'explique notamment en détail dans l'introduction à l'investissement en bourse que j'avais fait en vidéo, dans lequel je vous explique pourquoi j'investis, pourquoi je pense qu'il faut investir. Et je vous en parle notamment parce que je viens de remettre à jour justement ces cours vidéo. Il y en a pour plus d'1 heure de vidéo, et tout simplement parce que j'ai voulu refaire un nouveau format. J'avais eu aussi des retours positifs, et donc j'ai encore voulu l'améliorer. Donc voilà, c'est totalement disponible en description, c'est gratuit. Et sur ces vidéos, je vous explique vraiment tout, pourquoi j'investis sur les ETF, des actions individuelles, etc. Donc n'hésitez pas à aller le voir. On continue sur la vidéo. Maintenant, je veux dire un mais, c'est-à-dire qu'en ce moment, je DCA, mais je DCA pas plus que mon minimum, et aussi j'achète des actions individuelles. Cependant, je suis en train de maintenir beaucoup de cash. Et si je maintiens autant de cash, c'est parce que je vois d'autres opportunités arriver dans d'autres types d'actifs. Donc en ce moment, je commence à avoir des belles opportunités, notamment en immobilier. Alors là, je vous ai fait une recherche sur Google, mais globalement, l'immobilier est en train de baisser, je le constate. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de Google pour ça, il suffit de regarder sur le Bon Coin et Se Loger. Si vous y êtes tous les jours depuis des mois, eh bien vous constatez que des biens qui étaient trop chers commencent à baisser. Ça s'explique évidemment à cause des taux d'intérêt, tout simplement, puisque vu qu'il y a eu beaucoup d'inflation, les banques centrales ont remonté les taux pour ralentir l'économie et donc combattre l'inflation, pour rééquilibrer l'offre et la demande. Et donc aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, on le voit ici sur ce graphique, les prix sont en train de baisser. Et là, je vous ai mis les taux fixes sur l'immobilier, on le voit sur 15, 20, 25 ans. Et si vous regardez, aujourd'hui, on a déjà passé les 3% en avril 2023, alors qu'il n'y a même pas 2 ans, on était sous le pourcent. Ici, c'est hors assurance, il faut racheter les assurances crédit derrière. Donc voilà, clairement, les taux remontent énormément et donc on perd beaucoup de pouvoir d'achat à salaire équivalent, donc forcément, les prix baissent. Et c'est ce que je vous dis juste après, en fait, les crédits sont de plus en plus durs à obtenir et il faut des dossiers toujours plus solides, mais cela fait aussi qu'il y a donc moins de demandes et les vendeurs qui ne voulaient pas baisser commencent à baisser. Et c'est donc pour ça qu'en ce moment, je m'intéresse à l'immobilier parce que je commence à revoir des rendements bruts qui dépassent les 8-10% après travaux. Donc clairement, on commence à arriver sur des rendements qui sont intéressants. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas notre argent, mais l'argent de la banque. Et par contre, justement, c'est pour ça que je conserve du cash, parce que je veux avoir un dossier vraiment solide. Je veux pouvoir faire un apport, et justement, c'est parce que je vais pouvoir en faire un qu'on va certainement ne pas m'en demander, et je veux surtout pas me retrouver bloqué. C'est-à-dire que je veux montrer que j'ai de la capacité d'épargne, je veux montrer peut-être même que selon la taille du bien, je pourrais le payer cash avec mes actifs si je voulais. Et justement, vu que la banque, elle, tout ce qu'elle fait, c'est gérer du risque au final, vu que j'aurai un profil qui est moins risqué, ils pourront m'accorder des meilleures conditions, plus attrayantes, je l'espère. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé par le passé, donc on verra si j'arrive à le refaire. Mais l'objectif, par exemple, c'est obtenir des meilleures conditions, du différé de travaux pour pas payer le loyer, faire les travaux plus vite que le temps du différé, ne pas avoir de frais de remboursement anticipé, etc. Donc l'objectif au final, c'est de me mettre dans une situation qui est extrêmement plaisante pour la banque, en ayant de l'épargne, des actifs, en ayant des revenus qui augmentent, et ainsi, j'espère qu'ils pourront me prêter. Après, évidemment, tout le travail maintenant, c'est de trouver une bonne affaire en immobilier, et c'est pas le plus simple, j'y travaille. Et évidemment, d'ailleurs, si j'arrive à trouver l'immobilier, je pense que je vous tiendrai au courant sur la chaîne, ça pourrait faire des vidéos un petit peu différentes et qui seraient intéressantes. Mais je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que ce n'est pas si simple que ça, et donc je vous tiendrai au courant si j'y arrive. Alors maintenant, ce que vous pourriez me dire, c'est donc, tu as beaucoup de cash qui dort, mais comment tu fais pour qu'il ne souffre pas de l'inflation? Et c'est ce dont on va parler maintenant, parce que je pense que c'est aussi important de comprendre que ce cash, clairement, il faut faire quelque chose avec pour pas non plus qu'il souffre complètement de l'inflation et qu'on perde beaucoup de pouvoir d'achat chaque année dessus. Alors tout d'abord, sachez que j'ai rarement été à 30% de cash dans le passé, et c'est pas quelque chose que je compte faire durer sur le long terme, mais en ce moment, j'ai pas trop le choix par rapport à la situation. Donc déjà, si j'arrive à racheter de l'immobilier sans apport, alors je baisserai ensuite ma position en cash. C'est-à-dire que si j'arrive à faire de l'immobilier, après, il n'y a plus de raison de garder autant de cash. Je garderai mon épargne de sécurité, un peu de fonds de roulement, et le reste, je pourrais le mettre sur d'autres investissements.
Donc déjà, rien que pour ça va pas forcément durer. Ensuite, je tiens à le dire aussi que tant que le marché, il confirme pas une tendance haussière ou baissière, je continue mon DCA sans forcer, je mets mes montants au minimum, mais je ne vais pas m'amuser à mettre énormément d'argent en ce moment. Par contre, ce que je fais, c'est que j'achète des actions que je comprends et que j'estime être une opportunité en ce moment. Comme par exemple, à l'époque, j'avais racheté du Tesla, du Facebook, en ce moment, j'achète d'autres entreprises. Mais bon, là, on va pas parler des entreprises que j'achète en ce moment. J'ai des vidéos sur la chaîne qui en parlent, notamment une qui est sortie la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir les actions que j'achète chaque mois dans les vidéos dédiées. Donc voilà un petit peu pour la position en cash. Maintenant, au niveau de l'inflation, comment j'essaie de protéger mon cash? Alors tout d'abord, on n'a pas trop le choix, je mets sur un livret pour tout ce qui est épargne de sécurité, tant pis, j'ai pas un super pourcentage, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Après, ce que je fais aussi, en fait, c'est que je vends des cash cover put. Donc en fait, ce que je fais en ce moment, c'est qu'il y a des actions que je souhaiterais acheter à un prix inférieur et qu'elles n'ont pas encore touché ce prix. Et donc pour cet argent qui dort au-delà de mon fonds de sécurité, ce que je fais, c'est qu'en ce moment, je vends des options dessus, ça rapporte 1 à 2% par mois selon ce qu'on fait, et donc c'est du cash en fait que j'engage pour acheter des actions. Si l'action vient à baisser plus bas que le prix sur lequel je me suis engagé, je dois acheter les actions, mais c'est pas grave puisque c'est les actions que je veux acheter dans tous les cas. Par contre, d'un autre côté, ce qui se passe, c'est que si l'action ne vient pas à toucher le prix, moi je garde le premium que j'ai eu. Donc en fait, on m'a payé pour prendre ce contrat et donc ça me permet de faire un pourcentage de retour sur investissement sur mon cash. J'avais fait une vidéo complète là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir où je parlais de cette stratégie. C'est une stratégie qui a un risque qui est que justement on me force à acheter les actions et que les actions continuent à baisser après. C'est pour ça que je le fais que sur les entreprises que je veux conserver. Et c'est un petit peu risqué dans le sens que si ce cash, j'en ai besoin pour l'immobilier et je dois acheter les actions si le marché baisse, dans ce cas, il faut que je sois capable de relever encore plus de cash. Et c'est pour ça que je vous ai mis un PS juste en dessous. Il faut savoir que si je me fais assigner et que donc le cash que j'ai qui attend pour l'immobilier vient acheter les actions sur des contrats, je suis encore capable de lever rapidement du cash. Et évidemment, je tiens quand même à le dire, ça a peu de chances d'arriver parce que ce que je fais, c'est que justement, je décale les dates d'exécution des différentes options que je vends de 1 à 2 semaines à chaque fois, ce qui fait que je n'ai jamais tout le cash d'investi, mais j'ai plutôt un roulement. Donc si je trouve une affaire immobilier, j'ai tout simplement à attendre que mes différentes options expirent et je récupère le cash. Ce serait quand même pas de chance que toutes mes options soient assignées en même temps, mais ne jamais dire jamais, donc c'est pour ça que dans tous les cas, s'il faut, je pourrais lever du cash, mais je pense que je n'aurai pas à le faire. Et je finirai la vidéo en disant que je fais tout pour pas me donner d'excuses, je continue à multiplier et à augmenter mes revenus tout en profitant. Et ça, c'est toute la philosophie que je défends sur la chaîne et dans le programme sur la bourse et les finances personnelles. Au final, ce que j'essaie de faire et que je partage sur la chaîne YouTube, c'est augmenter les revenus plus vite que ce que je dépense pour pouvoir ensuite profiter tout en investissant raisonnablement pour préparer mon futur. D'ailleurs, sur la chaîne, on parle de bourse, certes, mais on parle aussi de finances personnelles et on a déjà assez souvent parlé d'astuces comme par exemple avoir un budget loisir ou un budget voyage dans lequel on fait des versements automatiques au même titre que pour ses investissements et on peut donc dépenser sans avoir de remords cet argent pour à la fois avancer dans la liberté et dans l'investissement et en même temps profiter de la vie. De même, il y a une limite à combien on peut ne pas dépenser. Par contre, il n'y a pas de limite au revenu à partir du moment où on est prêt à travailler. Et d'ailleurs, il faut trouver un équilibre entre travail, gagner et aussi profiter de la vie. Et ça, c'est tout ce dont je parle sur la chaîne, être capable de profiter du parcours tout en travaillant. Et on peut utiliser aussi des stratégies qui nous font accélérer, comme l'immobilier, comme multiplier ses sources de revenus, en investissant aussi le plus possible, le plus tôt possible. On peut facilement se retrouver dans une position plus confortable dans la vie, où on pourra dire oui à ce qu'on veut, mais on peut aussi et surtout dire non si des choses nous déplaisent. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix pour moi. Et c'est d'ailleurs tous ces sujets que je reprends dans les 2 vidéos gratuites que je viens de réenregistrer, donc n'hésitez pas à aller les voir en description si ça vous intéresse. On en a fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même passer dire bonjour sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.